Nous sommes en 1987 et cet adorable bébé s'appelle Anthony. Depuis son plus jeune âge, il est très proche de sa grand-mère, Colette. Pourtant, le 26 mai 2012, il est condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour son meurtre. Il m'a dit « c'est pas moi, j'ai rien fait ». Et ce crime sordide remet en question toute sa famille. Quand on dit qu'on est trahi par les siens et par son sang, ça a tout son sens dans cette famille. Il n'est même plus un fantôme, il n'existera plus jamais. Aujourd'hui, Anthony se tait. Le 20 juillet 2009 restera enterré avec mamie à jamais. Il a décidé, je suis seule avec mes secrets, je garde mes secrets et j'emporterai mes secrets. Alors, Anthony menteur et meurtrier au-delà du réel, ou détenteur d'un terrible secret? Que s'est-il passé? Comment en est-il arrivé là? Le 20 juillet 2009, Colette Paga, celle que tout le monde appelait Mamie Colette, est sauvagement assassinée de 38 coups de couteau. Le lendemain, inquiète parce qu'elle n'arrive pas à la joindre, Virginie Paga va chez sa grand-mère. Elle entre dans l'appartement qui n'était pas verrouillé. Et elle la découvre gisant au sol, dans une mare de sang, son fauteuil préféré renversé. Très vite après le meurtre, Anthony, le petit-fils de la victime, est placé en garde à vue. Il a volé la carte bleue de Colette et il l'a utilisée le 20 juillet 2009 à 14h07, alors que la vieille dame respirait peut-être encore. Nous le voyons ici sur les images des caméras de surveillance. Il achète des baskets, un smartphone et se paye une banana split. Ce serait le mobile. Il aurait tué sa grand-mère pour 1 660 €. Le 24 mai 2012, le procès d'Anthony commence. Il fait la une des news de France 3 Régions. En début d'après-midi, premier incident d'audience. Anthony Paga refuse de réintégrer le box, il est énervé. L'un de ses avocats tente de le convaincre de revenir sur le banc. Après quelques minutes de négociation, le procès reprend. L'accusé explique ne pas avoir tué sa grand-mère, qu'une autre personne a commis les faits. Le jeune homme refuse de donner l'identité de l'assassin. Le président le pousse dans ses retranchements. À bout, Anthony n'assistera pas à la fin de son procès. On l'a entendu pleurer, on l'a entendu hurler. C'était quelque chose d'assez particulier, de terrible, parce qu'on a toujours une question qui nous taraude, surtout avec une enquête telle que celle qu'on a eue, c'est de savoir est-ce qu'il est vraiment coupable. Ses avocats pointent des doutes persistants et dénoncent une enquête bâclée. Mais les mensonges d'Anthony l'accablent. Anthony Paga a toujours clamé son innocence, mais dans un océan de conneries. Comment extirper ce qui n'en est pas une et comment considérer que le reste est bon? Qu'est-ce que vous voulez faire? Durant les 2 ans d'instruction, Anthony a donné pas moins de 8 versions des faits, des variations autour de 3 grands thèmes. Dans une première version, Anthony dit qu'il y a 2 hommes. Ils l'agressent, ils assassinent sa grand-mère, ils l'obligent à aller au distributeur tirer de l'argent. Ils savent qu'il a une petite amie et ils menacent de s'en prendre à elle s'il parle. Le 6 mai 2011, Anthony reconnaît avoir tué sa grand-mère et avoir agi seul. Fait exceptionnel, nous avons eu accès aux extraits d'audition. J'ai tué ma grand-mère, ça vous va? On ne fait pas de déclaration pour faire plaisir à un juge d'instruction. J'ai tué ma grand-mère. Pourquoi? Y a pas de raison, je lui ai mis des coups de couteau. Où ça? Vous n'en avez pas assez? On ne peut pas mettre un terme à l'interrogatoire? Est-ce que ces individus ont existé? Non. Enfin, il dit qu'il est présent, mais qu'une autre personne est coupable. Quelqu'un de sa famille. Il s'agirait d'une cousine. Sans preuve directe,
la personnalité délabrée d'Antony forge l'intime conviction des jurés. Il est jugé coupable. Antony Paga a été condamné sur ses mensonges parce que c'est plus facile de condamner quelqu'un sur ses mensonges que sur du vide. Alors que s'est-il vraiment passé ce jour-là? Aujourd'hui encore, le mystère reste entier. En effet, rien ne relie Antony au meurtre de Colette. On n'a pas retrouvé l'arme du crime, il n'y a pas de sang sur lui, il n'y a aucune preuve ADN. On a donc une seule certitude. Ce 20 juillet 2009, Antony a volé sa grand-mère. Il subtilise ses louis d'or, mal dissimulés sous une pile de draps. Dans une boîte en fer blanc, il trouve son code qu'elle avait noté par peur de l'oublier. Dans la boîte, il y a aussi ses bijoux. Finalement, il s'empare de son sac à main. Il sait qu'il contient sa carte bleue. Il est parti et il l'a laissée pour morte. Grâce au relevé bancaire de la carte bleue, on suit Antony à la trace. Il passe un après-midi ensoleillé, en forme de road movie de pacotille. À 14h07, Antony tire 450 € à un distributeur de port de bouc. Ensuite, il prend sa voiture et roule jusqu'à Istres. À 15h, Antony vend l'or de sa grand-mère à la bijouterie New Morel pour 455 €. À 16h50, il prend de l'essence. Et il retrouve Julien, un de ses meilleurs amis. Ensemble, ils vont à l'hypermarché de Martigues. Ils passent dans 2 magasins de vêtements. Antony achète 3 t-shirts pour 100 €. À 18h47, il s'achète des baskets et dépense 155 €. Une heure après, à 19h47, il se paye un smartphone pour une valeur de 400 €. En début de soirée, les 2 amis rejoignent Fos-sur-Mer, une station estivale, où ils déambulent un moment parmi les badauds. Enfin, ils vont à l'Alhambra, où ils sont rejoints par Sébastien, le frère de Julien. Ils mangent des bananas split et à 22h30, Antony invite ses amis. Il en a pour 96 €. À cette heure-là, personne ne sait encore qu'un drame a eu lieu. Antony, lui, le sait. Colette a été assassinée ce jour-là. Qu'il l'ait tuée ou pas, comment a-t-il pu passer cet après-midi, tranquille et le sourire aux lèvres? Qui est Antony Paga? Je crois qu'il a sommeil, non? Antony est né le 20 août 1987 à Martigues. C'est un joli bébé blond. Il fait ses premiers pas dans la vie avec le sourire. Voilà, là, il sourit comme ça. En grandissant, il garde son lumineux sourire. Et il devient le numéro 7 de l'équipe de foot, c'est sa passion. Tout semble aller pour le mieux. Pourtant, derrière ce sourire se cache un petit garçon mal dans sa peau. En fait, Antony est le souffre-douleur de tous ses camarades de classe. Pour un oui, pour un non, Antony se faisait frapper par tout le monde. Et jusqu'au jour où ils sont tombés à plusieurs dessus. Et bon, quand je suis arrivée à 4h30 pour le récupérer, la maîtresse, elle s'est même excusée. Elle m'a dit « ouais, je m'excuse ». Elle me dit parce que je suis arrivée un peu tard, ils étaient tous dessus. Ils avaient tous... ils avaient foutu une rouste, c'est-à-dire. J'ai attrapé Antony et j'ai dit « mais Antony, costaud comme tu es, fonce, cherche pas à comprendre, tu te défends, Mais non, il n'y avait pas moyen, il avait peur. Il avait peur, il a toujours eu peur après. Antony est battu, harcelé et racketté jusqu'au lycée. Et il ne se défendra plus jamais. Quand quelqu'un lui parlait mal, par exemple, il ne se défendait pas. Quand quelqu'un lui disait des insultes qu'on ne devrait pas dire, il ne ripostait jamais. Donc je pense qu'il avait très peur des gens, en fait. Antony était le bouc émissaire, celui, le petit gros sur lequel on s'acharne, mais surtout le costaud qui ne répond pas. Alors, double avantage, on peut l'humilier, et comme il est costaud, on marquera fort dans le score, mais en même temps, on sait qu'il ne va pas répondre. Il avait une larme qui coulait quand on collait un peu fort sur lui, quoi.
il se mettait comme ça et il pleurait un petit peu. Et juste une larme. Comment ce garçon sensible et incapable de violence aurait-il pu tuer sa grand-mère? Et la tuer si sauvagement? Anthony est l'aîné d'une famille de 4 enfants. Il a une sœur et 2 frères. Et une mamie Colette qui est aussi sa marraine. Une famille comme les autres, en apparence. En apparence, je dirais bien en apparence, pour moi on était une famille normale. C'est-à-dire que ça se passait normalement bien. En apparence. Comme tous les petits garçons, Anthony adore son père. Il avait une dévotion pour son père. C'est mon père ci, mon père ça. Mon père c'est un héros, quoi, presque. Pour lui, son père, c'était quelqu'un de bien. C'était important, son père. Christophe, le père d'Anthony, le fils de Colette, est un homme ambigu. Il avait un regard assez dur et il avait un comportement assez froid. Il parlait peu, participait pas à la consultation. Et j'ai toujours eu des doutes sur son comportement à la maison. En réalité, Christophe est un homme alcoolique et violent. Anthony était un enfant battu. C'est arrivé plusieurs fois où il a cogné Anthony. Une fois, il l'a tellement bien cogné que je l'ai séparé même, parce que j'ai cru qu'il allait le laisser sur le carreau. Malgré l'omerta, on découvre le vrai visage de Christophe. Christophe, pour moi, c'est pas un homme à fréquenter. Il est brouillant, il taperait tout le monde. Quand il a pris un peu sa bouteille, et ouais, c'est l'ancienne qu'il a. Il a tapé, il a fait moins de prison. À cause de ça. En février 2010, Christophe a été condamné à 1 mois de prison ferme aux Baumettes pour coups et blessures sur une ancienne compagne. Aujourd'hui encore, malgré tout, Anthony aime son père. Il dit qu'il est cool. On a tous besoin, quelque part, d'avoir une image de père protecteur, et pas seulement de père fouettard. Anthony, comme les autres, il a besoin aussi de donner une réalité en pâte à modeler à ce père vis-à-vis duquel il n'a pas possibilité de s'identifier de façon positive. Donc il va, lui aussi, lui reconstruire un personnage de gentil, quelquefois critique sur sa manière d'être, mais il zappe la violence finalement et il ne décrit pas un père tortionnaire. Anthony a été victime de la violence extrême de son père. L'aurait-il faite sienne? Aurait-il pu la retourner contre Colette? Ultime trahison entre sa mère et son fils, Christophe n'a pas hésité une seconde. Il a jugé Anthony coupable et l'a condamné d'office. Au procès, plein de haine, il s'est porté partie civile contre lui. En fait, à la première levée d'audience, il y a Anthony donc, il se lève pour repartir. Donc, je crois que c'est en dessous, il doit y avoir une salle. Et donc mon père s'est un peu approché de lui. Il nous a dit je vais aller l'étrangler, je vais aller l'étrangler. Si on ne le retient pas, il allait pour aller le frapper, quoi. Mon père, ce héros. Qu'en est-il de sa mère? Depuis l'adolescence, Anthony la déteste. Il me disait ma mère, de toute manière, c'est qu'une salope. Et je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il avait contre sa mère, mais j'ai jamais su. En fait, il avait ses raisons. Pour sa mère, il a toujours été le vilain petit canard de la famille. Elle l'avait littéralement pris pour cible. Quand Anthony venait me voir avec sa mère, il y avait dans une proportion peut-être de 60 ou 70% quelque chose qui n'allait pas, soit sur le plan médical, soit sur le plan comportement. Alors. Ils étaient chien et chat, c'est-à-dire qu'ils se disputaient tout le temps, pour quoi que ce soit. Et eux-mêmes, je dirais, qu'elle l'avait pris en grippe. Quoi qu'il se passe, une bêtise se faisait à la maison, même si c'était moi, c'était Anthony qui prenait. Fallait qu'elle l'engueule, elle l'engueule, quoi. Pas de l'acharnement, mais presque. La mère d'Anthony se comporte comme ce qu'on appelle un parent critique, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose à dire et il y a toujours une petite pique à faire, ce qui est bien qu'on ne peut jamais être content de soi parce qu'il y a toujours le oui mais ou bien va jouer dans ta cour, ceux qui vous rabaissent avec des mots qui font aussi mal que des coups. Anthony a subi le harcèlement de sa mère.
Et ce harcèlement l'a empêché de se construire et d'avancer normalement dans sa vie. Anthony a donc été victime de la violence conjointe de ses deux parents. C'est vrai que quand on finissait les repas, si dans les assiettes il restait un peu, Anthony allait et finissait les assiettes. Et du coup, mes parents l'appelaient, c'était la poubelle de table. Poubelle de table. Ses parents mènent la danse et Anthony y croit. Aurait-il pu être autre chose ? Je sentais que c'était un enfant intelligent et qu'il avait des possibilités. Et comme toute la famille disait « il a encore fait ça, il a encore fait ça », j'ai essayé de proposer un avenir à cet enfant. Mais l'avenir d'Anthony ressemble à une descente aux enfers. Et son destin l'entraîne irrésistiblement vers cette date fatidique du 20 juillet 2009. Un événement agit comme une véritable déflagration dans la vie d'Anthony. En 2003, sa mère demande le divorce. Et ce divorce fait exploser le miroir aux alouettes de la famille idéale. C'est le début de l'engrenage. Un engrenage qui ne s'arrêtera qu'à la mort de Colette. Dans la guerre du divorce, Anthony prend résolument le parti de son père contre sa mère. Il décide de rester vivre chez lui. Pourtant, moins d'1 an plus tard, Christophe n'hésite pas à le mettre à la porte. Christophe a surpris un SMS où Anthony disait à son copain « Mon père me gonfle ». Et quand Christophe est tombé sur cet SMS, il a été voir Anthony et il lui a dit « Tu te dégages de chez moi. Du moment que je te gonfle, tu dégages. » Anthony a 17 ans. Il ne veut pas retourner chez sa mère. Il arrête l'école et il devient SDF. Du jour au lendemain, sa réalité bascule dans l'indicible. On l'avait plus vu pendant 2-3 mois, en fait. Alors, Anthony, c'était un gaillard, hein, il devait peser bien 90 kg au départ pour 1m80. Et on l'a revu, là, il devait faire plus que 65 kg, 70 kg. Il n'avait plus que la peau sur les os. Il était crasseux sur lui, en fait. Et on voyait qu'il ne mangeait pas, qu'il ne devait pas dormir dans un appartement, quoi. À cette époque, il dort au stade Julien-Olive à Martigues, à quelques mètres de chez sa mère. Il ne dormait pas vraiment dans le gymnase, il dormait un peu plus loin, dans les sanitaires. À côté, dans les vestiaires qui font... vestiaires sanitaires, il y a un banc et il dormait là-dedans. Je pensais pas que c'était autant que c'était aussi... que c'était à ce point-là. Qu'il était vraiment tout seul. Qu'il était vraiment... C'est vrai, il était seul, hein, il était vraiment seul au monde. SDF, c'est une terrible réalité. Et Anthony ne la supporte pas. Alors il ment. Il invente un autre Anthony qui, lui, a une vie normale. Pour nous tous, Anthony, il avait un très bon boulot, il bossait chez lui, il avait le permis, il avait une voiture, il avait une petite vie avec sa femme à côté. En fait, il avait rien. Maman, t'inquiète pas, j'ai mon appartement, j'ai du travail. Elle me dit, il n'y a pas de souci. Il me décrivait même l'appartement jusqu'à la petite terrasse, le barbecue. Très rapidement, Anthony est pris au piège de la spirale infernale de ses mensonges. Et il n'y a plus de retour en arrière possible. Il ne peut plus faire autrement. Pour moi, Anthony s'est complètement inventé une vie où il était bien. Plus il en inventait, et peut-être plus il était bien. Je sais pas. Mais arrivé un moment, la vérité, il a dû l'oublier. Pendant l'enquête, Anthony continue de mentir. Ma grand-mère ne m'a pas ouvert. J'ai croisé 2 individus. J'ai tué ma grand-mère, il n'y a plus rien à dire. Je n'ai surtout pas tué ma grand-mère. Aurait-il aussi oublié la vérité de ce qui s'est réellement passé ce 20 juillet 2009 ? Anthony, pour s'en tirer, il est obligé de mettre des cloisons étanches entre ce qu'il a pensé et ce qu'il a fait, entre comme il voudrait que les choses soient et comme les choses sont réellement. Ce clivage le protège. Pendant le procès, une personne apporte un témoignage très émouvant. Il s'agit de l'ancienne petite amie d'Anthony, Alicia. Elle est arrivée toute souriante, toute pimpante. Alors même si ça fait à un moment donné un peu décalage par rapport au fait qu'on soit dans une enceinte de cour d'assises et tout le reste, mais je pense que c'est sa personnalité, qu'elle est très naturelle, qu'elle est
très souriante, qu'elle incarne la joie de vivre, qu'elle incarne le bonheur. Et je lui pose la question de savoir si au-delà de tous ces mensonges, elle l'aurait aimé tout nu. Sans ces mensonges délirants, sans sa mythomanie qui le gangrène. Et celle-ci lui répond, parce que c'est pas à moi qu'elle répond, oui. Oui. Elle est la seule qui a vraiment aimé Anthony. Elle aurait pu le sauver. Elle est peut-être celle par qui le drame est arrivé. Anthony et Alicia se rencontrent fin 2008 et ils tombent amoureux. Contre l'avis de ses proches, elle a quand même tenu à nous parler. Elle le fait par téléphone. J'ai rencontré Anthony sur Internet. On a discuté tous les deux de tout et de rien. Puis le contact s'est très bien passé entre nous deux. Et puis on a fini par se rencontrer. Et ça s'est fait tout seul. Progressivement, en fait, je l'ai fait venir dans la maison. Et après, il a fini par s'installer. Mes parents ont accepté. Ils étaient d'accord. Mais pour lui plaire, Anthony se met à voler. Il vole la carte casino du père d'Alicia pour s'acheter un ordinateur. Évidemment, avec cet ordinateur, il colle mieux à son personnage d'informaticien chez Dassault. Il faisait style qu'il allait travailler tous les matins, qu'il rentrait, il était souvent sur son ordinateur, et il n'y avait rien d'anormal. Dès qu'il s'aperçoit du vol, le père d'Alicia met Anthony à la porte. Il se retrouve à nouveau dehors. Pourtant, Alicia l'aime toujours. On s'entendait bien. On s'entendait même très bien, malgré tout. Malgré tout ça, on s'entendait bien. Pour la première fois, lui qui n'a jamais eu d'espoir, se met à rêver. Il rêve d'amour, de travail et d'enfants. Il rêve d'une famille à lui. Il rêve d'une vie nouvelle. Pour commencer cette nouvelle vie, il veut emmener Alicia en vacances en Ardèche. Pour ça, Anthony a besoin d'argent. Alors, lui qui n'a jamais rien demandé à personne, se retourne vers la seule de sa famille qu'il a aidée un jour, celle qui lui a donné un louis d'or quand il était petit, sa grand-mère, Mamie Colette, sa marraine. Colette aurait-elle refusé de l'aider? Est-ce qu'Anthony, désespéré, n'a pas pu supporter ce refus? C'est en tout cas la théorie de Maître Boulfiza, l'avocate de la sœur d'Anthony. Anthony, c'est une espèce de personne qui a beaucoup d'émotions qui sont contenues, qu'il a gardées au plus profond de lui et qui ont fait à un moment donné de sa vie où il s'est senti vraiment, pour l'ultime fois, mais frustré à un point où il ne pouvait plus supporter qu'on puisse lui dire non. Ça a été, je pense, la goutte. Et là, il y a eu, à mon sens, dans sa tête, un tas d'images qui ont défilé, les images de sa vie, de son enfance, des brimades, de l'amour qu'il n'a pas reçu. Tout a défilé et puis il est passé à l'extrême. Pourtant, le 19 juillet, la veille du meurtre, Anthony demande à Alicia de venir avec lui chez sa grand-mère. Mais elle ne peut pas. Sa petite copine lui dit non, je ne viendrai pas avec toi lundi matin pour X ou Y raison. Que faut-il conclure? Que si celle-ci était venue avec lui le lendemain, elle aurait assisté au crime? Ou que celle-ci, si elle est invitée par Anthony Paga, c'est qu'il n'a aucune intention de tuer sa grand-mère et qu'il va chez sa grand-mère avec sa petite amie. Le 22 juillet, les enquêteurs partent de Martigues et vont à l'Alhambra à Fos-sur-Mer où Terry est serveur. Ils recherchent Anthony. Terry l'appelle aussitôt. J'ai dit, écoute, il y a un gros souci. La criminelle vient de passer au restaurant. Apparemment, t'aurais torturé et tué une vieille dame. J'ai dit, en plus de ça, t'es venu manger au restaurant avec sa carte bleue. Puis donc la criminelle passe, donc je dis, et de suite il me dit mais c'est pas moi, j'ai rien fait. Suite à ça, Anthony a une conversation Messenger avec sa mère. Tu es convoqué à quelle heure? Je sais pas pourquoi. Bah pour savoir. Nous on y était hier. Ils ont interrogé tout le monde. Bah ils m'ont même pas convoqué. Je vais y aller moi. Le 23 juillet 2009, Anthony se rend donc à la police de son plein gré. Il ne sait pas que c'est son dernier acte d'homme libre. Il est placé en garde à vue. Depuis, il est enfermé.
Après presque 2 ans de prison, méconnaissable, Antony comparait à son procès. Lorsqu'Antony Paga arrive à l'audience, c'est un garçon qu'on m'a décrit comme étant quelqu'un d'assez frêle, et que je vois arriver un garçon presque obèse, blême. Un garçon complètement apeuré, perdu, style un taureau qu'on jette dans une arène. Pour moi, il avait vraiment la tête d'un accusé. Antony est seul dans le box des accusés. Face à lui, il y a toute sa famille. Son père, sa sœur, ses oncles, ses tantes, ses cousins se sont portés partie civile contre lui. Sa famille est sur les bancs, avec un regard très particulier, très explicite, et qui est là pour demander la mort du pécheur. Antony Paga est tout simplement banni. Il n'existe plus. Il est rayé des cadres. Il n'a plus d'existence humaine. Il n'a plus d'altérité. Il n'est même plus un fantôme. Il n'a jamais, il n'existera plus jamais. Il ne fait clairement plus partie de l'arbre de leur famille. Antony aurait tué sa grand-mère. Il s'agit d'un meurtre sur ascendant à la 2e génération. Et ce type d'affaire est tout à fait exceptionnel. Pour comprendre ce crime, nous avons remonté le cours de l'histoire de la famille. Elle commence avec Manuel Alves, l'ancêtre venu du Portugal, le père de Colette. Il se marie avec Henriette. Ils ont 3 filles, dont Colette. Colette épouse Gilbert Paga. Ils ont 7 enfants. Alain, Michel, Christian, Philippe, Francis, Christophe et Christine. Christophe se marie avec Florence. Ils ont 4 enfants. Antony, Wendy, Christopher et Jason. Christian, Manuel, Gilbert, Philippe, Francis et Colette sont morts dans un ordre anarchique et violent. C'est une famille empoisonnée par les dissensions et les rancœurs. Toute la famille a la haine. C'est un mot récurrent, enfin, c'est un mot qui revient beaucoup chez nous. La sœur d'Antony n'avait plus vu son père depuis 7 ans, depuis qu'elle était partie vivre chez sa mère. Il m'a dit « Regarde-moi bien, c'est la dernière fois que tu me vois, t'as plus de père, j'ai plus de fille. » Et il est parti. Voilà. Aujourd'hui, elle ne voit plus personne de la famille. Christophe, lui, est resté brouillé avec Gilbert, son père, pendant plus de 10 ans. Il ne l'a jamais revu de son vivant. Il n'avait pas vu sa mère depuis 6 ans, depuis qu'elle l'avait mis à la porte. Il n'a pas été à son enterrement. Aujourd'hui, il ne voit plus personne de la famille. Alain, lui, est le paria. Alors, le dernier Noël que j'ai passé avec ma mère, ça remonte un peu loin déjà. Ça remonte loin, ça. Et le dernier Noël, juste après mon père qui meurt, c'est le seul que je me rappelle. Parce que mon père il meurt au mois de novembre. Et ça, elle a fait un petit truc vite fait, juste pour marquer le coup. Et après, c'était fini, parce qu'après, elle est chez Michel. Qui reste chez eux, moi, elle reste chez moi. Plus de 10 ans avant sa mort, un autre frère avait été banni. Dans la famille d'Antony, on vomit ses émotions, on renie, on coupe les ponts, on met dehors sans autre explication que la haine. Quand on dit « j'ai la haine », on est bien directement dans une manière de dire « j'ai envie de tout casser, j'ai envie de détruire, j'ai envie que plus rien n'existe ». Il n'y a pas de solution constructive, il n'y a qu'une solution, détruire. Même s'il n'est pas coupable, Antony a volé sa grand-mère alors qu'elle venait de se faire assassiner. Pour comprendre ce geste fou, nous nous sommes penchés sur le rapport à l'argent chez les Paga. Dans la famille Paga, l'argent, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Ils ont un sens du partage assez particulier. C'est-à-dire que ils n'ont aucun regret, aucun remords à prendre ce qui n'est pas à eux, quoi. En 1984, Gilbert monte une entreprise de maçonnerie au nom de son fils Christophe. 2 ans plus tard, c'est la faillite. À 20 ans,
Alors qu'il est jeune papa, il se retrouve criblé de dettes. Alors Christophe a été voir son père pour lui dire maintenant on fait comment? Je l'ai huissier à la porte, on fait comment pour les dettes? Son père a dit moi j'ai pas de sous, je peux pas payer. Du coup Christophe lui a dit tu me vois, mais c'est fini, tu me reverras plus. Quelques années plus tard, il fait comme son père. Il vole sa propre fille, encore mineure. En effet, dès son plus jeune âge, la sœur d'Anthony, gymnaste de haut niveau, gagne de l'argent. Un jour, j'ouvre un tiroir et je vois des relevés de compte à moi. Donc je regarde, ils étaient ouverts, je regarde. Et je vois retrait 500 €. Virement à monsieur Paga Christophe, 1000 €. J'ai dit maman, emmène-moi à la banque. J'ai dit papa, je crois qu'il se sert de mon compte. Et effectivement, quand on a été à la banque, il me restait 19 € sur mon compte. Christopher, le frère d'Anthony, lui, vole sa mère. À chaque fois qu'il revenait à la maison, c'était pour voler des choses, des bijoux à ma mère, pour aller les vendre et pour pouvoir survivre dans la rue, quoi. Il vole aussi des voitures et il pille des maisons. Aujourd'hui, Christopher Paga est enfermé pour cambriolage à la prison d'Aix-en-Provence, à quelques cellules d'Anthony. Philippe, l'oncle banni d'Anthony et de Christopher, était lui aussi un voleur. Ah, Philippe. Alors, celui-là, depuis qu'il est petit, que des vols, que des vols, que des vols. À l'école, pareil. Depuis qu'il est mis aux autres, ici, il volait. Bon, après, il a grandi un petit peu, il ne s'est pas rangé, parce que il a commencé à dire qu'il avait ça, une caravane, une voiture à vendre. Et en plus, il a trouvé les mecs qui ont pris les ronds, le pognon, et il attend toujours la voiture. Hein? Il faut le faire. Immédiatement après la mort de leur mère, Michel et Christine ont vidé son appartement, spoliant ainsi leur frère Alain de son héritage. Ce matin-là, je travaillais le matin, je viens après. Quand je suis arrivé à midi, moi, j'avais plus rien. Il y a eu que les miettes, les conneries. Et là, c'est emporté. Mais quand mon père est mort, c'est qui a versé les sous? C'est Bibi. Les autres, ils n'en avaient pas. Voilà. Et le remerciement, l'autre, il a tout pris. Quand on dit qu'on est trahi par les siens et par son sang, ça a tout son sens dans cette famille, effectivement. En tout cas, oui, il y a eu de nombreux vols qui n'ont pas forcément donné lieu à des plaintes, parce que, justement, quand on est dans un cadre aussi restreint que celui de sa famille très proche, eh bien, on dépose rarement plainte. Chez les Paga, le vol fait partie de la tradition familiale. Et Anthony n'échappe pas à la règle. Était-il déterminé à devenir un voleur? C'est le besoin qui fait loi. Ce n'est pas la propriété des autres, c'est le besoin. Si c'est l'autre qui possède, il faut que je me serve. Et quelque part, la réciprocité est vraie. Je sais que je pourrais aussi faire l'objet d'une appropriation par papa, donc finalement, il n'y a pas de différence entre le fait que j'en prenne un peu à la grand-mère, alors qu'elle-même, elle en a pris un peu à son fils, qui lui-même en a pris un peu à sa fille. En 1963, un événement tragique marque le destin de cette famille. Je sais que ça s'est passé un dimanche soir, dans l'après-midi, quoi. Il était parti à la pêche, mon père, mon frère Michel, et Christian, et le grand-père. Ils étaient partis à la pêche, et mon père a dit, ça pique pas de faire un tour à la chasse, sur un merle ou un crive, qui passera. Il monte, il fait un petit tour, il revient, et le grand-père dit, oh, ta ligne, elle pique, elle pique. Alors il a posé le filet contre l'arbre, sans le marcher, il n'a pas pensé ce coup. Contre l'arbre, il descend, quand il arrive chacun, mon frère, il a tiré sur mon autre frère. Voilà. Il joue comme aux Indiens, il a tiré dessus. Un enfant blesse son frère et affolé prend la fuite. Cet enfant, c'est Michel, un fils de Colette, un oncle d'Anthony. Il a 10 ans, il vient de tuer son frère Christian, qui en avait 8. Sa famille pensait que Michel se serait probablement suicidé. Finalement, ils vont le récupérer. Et cette joie
de le récupérer ne va certainement pas compenser la tristesse d'avoir perdu l'autre enfant, mais enfin, atténuera le caractère dramatique de cette mort et de cet événement, là encore, une fois de plus, apocalyptique dans cette famille. Colette ne serait que le deuxième acte d'une tragédie. Y aurait-il une malédiction familiale? La malédiction des Paga? En tout cas, Michel n'a jamais parlé de ce drame, persuadé que personne n'était au courant. Pourtant, tout le monde le sait. C'est un secret de Polichinelle, un secret de famille. Il se passe beaucoup d'horreurs dans cette famille, mais systématiquement, c'est mis dans un placard, on passe à autre chose et on oublie. Et même mieux, on extrapole après. Tous ces secrets se transforment en autre chose. C'est beaucoup de fiction. Il y aurait eu d'autres morts violentes, mais non vérifiées. Manuel Alves et Philippe Paga. Philippe, il a reçu un coup de fusil. Parce qu'au départ, qu'il a manqué, il a serré comme poignard. Pour le descendre. 3 fois, il est passé. Et la 4e fois, ils l'ont eu. C'est tout. Anthony, lui, aurait tué sa grand-mère. La haine, le vol, l'homicide. Finalement, Anthony aurait-il tué Colette par esprit de famille? Ce qu'on peut voir et comprendre, c'est que y a des repères à aucun niveau, dans aucune des générations, c'est-à-dire qu'on aille au plus haut qu'on peut voir. Chacun a sa façon de penser, ses principes propres, qui ne sont pas forcément ceux de la société, qui ne sont pas forcément liés avec la morale. J'ai envie de faire quelque chose, je vais le faire, je vais assouvir mes pulsions, point. Il faut un permis pour faire du bateau, il faut un permis pour aller chasser, il faut un permis pour construire une voiture, pour faire des enfants, il n'y a pas besoin de permis. On peut faire des enfants comme ça, on peut les laisser pourrir sous un arbre, on peut les laisser pourrir dans une cité pourrie à Port-de-Bouc, sans que personne s'en inquiète, et finalement venir 20 ans plus tard, dans un box de cour d'assises, devant une cour d'assises, devant l'institution judiciaire tout entière, rire du sort de son propre enfant. Enfin, j'ai rien à en dire, moi. J'ai rien à en dire. Au procès, personne n'a parlé de Colette Paga, la grand-mère. C'est rien d'elle, on n'a pas cherché à savoir. Alors que dans ce genre de tragédie familiale, on questionne quand même tout son entourage pour essayer de lui donner autre chose que la forme du néant, de rien. On ne sait pas qui elle était. C'était mamie gentille, voilà, c'était une mamie gentille. C'était l'incarnation de la mamie, c'est l'idée qu'on a d'une mamie. Pourtant, dans un crime de famille particulièrement, la personnalité de la victime est essentielle pour comprendre ce qui s'est passé. Il ne faut pas perdre de vue que la grand-mère, c'est quand même la cheville ouvrière de tout cet assemblage, que c'est elle qui est présente pour tout le monde, c'est elle qui tient la famille. Colette était une mamie adorée par tous ses enfants et ses petits-enfants. Pour moi, elle était bien. Moi, je sais que pour ma mère, je n'ai pas de reproche à lui faire. J'étais bien. Si j'avais quelque chose, elle me l'a donné. Si elle le pouvait. Tout le monde est d'accord pour dire que c'était une femme qui était généreuse, aimante, proche de ses enfants et de ses petits-enfants, qui avait voulu leur transmettre des valeurs d'honnêteté, de droiture, d'amour de son prochain, quelqu'un qui était profondément humaine. Colette était aussi une mamie à la dure. Elle perpétuait la tradition d'une éducation à l'ancienne. Déjà, quand on allait chez elle, il ne fallait pas que les enfants y bougent. Il fallait qu'ils restent assis. Chacun avait sa place. C'était comme un objet. Un objet, on le pose et ça ne bouge plus. Mais là, il fallait que ça fasse pareil. Colette Paga, c'est un ascendant. Et c'est un ascendant qui a, de surcroît, de l'autorité. Parce qu'elle a élevé 7 enfants, dont 6 garçons. Donc, quand elle a quelque chose à dire, elle ne se l'envoie pas dire. Elle le dit. Elle était également une mère et une grand-mère qui affichaient des préférences. Et ces préférences étaient variables. Il est, je pense, de notoriété publique que les rapports qu'entretenait chacun des membres de la famille avec elle étaient différents et que manifestement tout le monde est jaloux de ces rapports. C'est comme quand vous avez un pays avec plusieurs tribus et que vous ne voulez pas que les tribus s'entrechoquent et s'entretuent. Vous les divisez de manière habile, de façon à ce qu'elles ne se rencontrent jamais. Et ensuite, vous, patriarche ou matriarche, vous êtes là et c'est vous, plus ou moins, qui donnez le là dans cette espèce d'orchestre avec tout le monde, qui arrivait à maîtriser tout le monde. Et votre parole, c'est une parole d'évangile.
on croit, on a toujours cru ce que Colette Paga a dit. Colette avait en plus des dons très étranges, des dons qui renforçaient encore son autorité. Colette questionnait une petite voix. Quand elle avait besoin de savoir quelque chose, elle questionnait une petite voix qui lui répondait. C'est des trucs bizarres, des trucs médins. Elle dit, bon, ce matin, il lui a téléphoné, est-ce que tu veux gagner au loto? C'est bien. Le soir, elle a gagné 5 fois. Le matin, elle a décroché, elle dit, vous m'avez fait gagner 5 fois, Madame Paga. Elle aurait eu des connexions avec d'autres mondes. Colette attendait le vol de Gilbert. Elle avait une sensation qu'il était mort, mais il était à côté d'elle. Il n'était pas loin. Bon. Parce qu'elle m'a dit, le soir, j'étais couché dans mon lit, et j'ai senti qu'il m'avait sur la figure. Il n'y avait que lui. Et il n'était pas mort. Et ça a duré quelques années, et après, sûrement que ça s'est aboli, après c'était fini. Colette sentait la présence de son mari mort, mais elle voyait aussi des squelettes et même des extraterrestres. Il s'est passé des choses dans cet appartement. Moi, elle m'a fait voir aussi. J'étais le vois le soir pour regarder un peu la télé. Et on voyait au rideau, et... Moi, je ne le voyais pas, et elle le voyait. Hein? C'est un bonhomme comme ça, comme les extraterrestres, pareil, c'est vert là. Hein? Elle le voyait, moi, je ne le voyais pas. Alors. Colette était-elle persuadée de ce qu'elle disait? Profitait-elle du pouvoir que cela lui donnait? En tout cas, cela la rendait excessivement méfiante, voire paranoïaque. De fait, elle ne laissait jamais entrer un étranger chez elle. Ce qui branche chez ma mère, c'est tous les enfants. C'est tout. Et les autres, ils ne rentraient pas. Et même à sa famille, elle n'ouvrait la porte que quand elle le voulait. Quand un matin elle n'avait pas envie d'ouvrir, que ce soit ses enfants ou pas, elle n'ouvrait pas. Il faut bien reconnaître que cette grand-mère qui ouvre à qui bon lui chante, qui fait ce qu'elle veut avec l'argent des enfants et qui considère que dans le fond, une fois qu'elle a été là, en tant qu'ancêtre aimante, certes, elle a tous les droits. Ça déclenche aussi des sentiments qui devraient être mitigés, mais qui ne le sont pas. On est obligé de faire d'elle une icône d'une grand-mère parfaite, aimante, et qui sera d'autant plus parfaite qu'elle sera morte, tuée par un de ses petits-fils. Pourtant, Colette et Anthony avaient une relation privilégiée. Anthony adorait sa grand-mère. Et régulièrement, parce que régulièrement, il téléphonait à sa grand-mère, il lui demandait, il dit ouais, mamie, je peux venir manger et tout. Du coup, elle lui dit oui, viens manger à midi. Et elle lui préparait ce qu'il aimait. C'est-à-dire, bien souvent, elle lui préparait du poulet avec des frites et tout ça, parce qu'elle savait qu'il aimait bien manger. Et elle lui faisait un bon plat. Il lui avait même présenté Alicia, son grand amour. Je pense que c'est très bien passé, très gentille, très proche. Elle s'intéressait à tout, conversation sur tout. On a bu un verre et puis on n'est pas resté très longtemps, mais ça s'est très bien passé. Après la mort de Colette, Anthony parle par Messenger à sa mère. Déjà, je sais même pas comment je vais aller à l'enterrement. J'ai jamais été famille, même si je tenais à elle, car elle a fait pas mal de choses pour moi. Pourquoi Anthony s'en serait-il pris à la seule figure parentale qu'il aimait? Je pense que quand Anthony Paga a dû commencer à s'énerver et à ne pas accepter cette frustration qui devait naître du fait que sa grand-mère ne lui donnait pas l'argent qu'il souhaitait avoir pour partir en vacances avec Alicia, cette frustration-là va entraîner de la colère chez lui, va entraîner chez elle très probablement de la réprobation, chacun montant de son côté dans l'énervement, et lui s'en prenant finalement physiquement à cette grand-mère-là. Dans le dossier, Anthony Paga est violent une seule fois. Pourtant, les enquêteurs ont posé la question. Ça, ils la posent, la question, ils n'arrêtent pas de la poser. Et ils la posent tellement et tellement longtemps qu'ils vont arrêter de la poser parce que finalement, elle ne va pas dans leur sens. On pose à toutes les questions, à tous les gens qui sont entendus dans ce dossier, Anthony Paga est-il violent? Non. Une seule fois, Paga a mis un coup de tête à un type qui lui reprochait, devant ses amis, d'être un SDF. Je ne suis pas certain qu'on puisse considérer qu'il est... comment dire? Qu'il est inapproprié
face à une telle insulte, de se comporter de la sorte quand on s'appelle Anthony Paga. Peu importe. En tout cas, depuis quelques mois, Colette aurait pris ses distances avec Anthony. Colette Paga, à un moment donné, aurait eu peur d'être seule en présence de son petit-fils parce qu'effectivement, elle avait du mal à lui dire non. Au procès, sa tante confirme que Colette ne voulait plus recevoir Anthony seul. Elle ne lui aurait ouvert que s'il était avec sa copine. Mais alors, comment aurait-il pu la tuer? L'aurait-elle fait rentrer quand même? Aurait-il été accompagné par quelqu'un d'autre? À part Alicia, l'ange blond, il y a une autre femme dans la vie d'Anthony. Il s'agit de sa cousine Sophie. C'est quelqu'un que je ne cerne pas du tout, je ne sais pas. Elle est à part. Sophie est un électron libre qui est à part. Et elle est la seule confidente d'Anthony, celle à qui il ne ment pas. Ces deux-là ont toujours été très proches. Voilà, donc à s'envoyer souvent des petits mots, s'appeler régulièrement. Elle savait, elle, de manière précise, ce que faisait Anthony Paga, ce qui ne pouvait pas être le cas de Gwendoline, sa propre sœur, ou de sa propre mère, ou de son propre père. Sophie savait exactement comment évoluait son cousin, et elle a été très proche de lui. Sophie est la fille de Francis, le troisième fils de Colette. Elle est la cousine d'Anthony, et aussi sa seule alliée dans la famille. Je pense que quelque part, elle a dû l'aider aussi à ne pas être totalement exclue littéralement de la famille. Donc c'est peut-être elle aussi qui faisait le lien, je pense, peut-être vis-à-vis de la grand-mère, à des moments où la grand-mère, dont on nous dit qu'elle ne souhaitait plus recevoir seule son petit-fils à son domicile. Anthony serait-il rentré chez Colette avec elle? Était-elle présente le jour du meurtre? Le 20 juillet, suite à des appels successifs de Sophie, Anthony lui envoie des SMS troublants. Oui, mais toi, tu n'es pas accusé. J'ai été accusé parce que j'ai été con. Dans sa dernière version, Anthony dit que quand il est arrivé, c'était ouvert et Colette était déjà morte. Il protège la meurtrière. Il assume et il l'écrit à sa sœur. Je savais ce que je risquais en protégeant un meurtrier. Si tu penses que c'est parce que j'ai peur, tu te trompes. C'est juste que j'avais une dette envers cette personne. À aucun moment, il n'a divulgué le nom de l'assassin. Il laisse entendre que c'est sa cousine Sophie, clairement. Et c'est assez machiavélique parce que lui lance l'idée et c'est sa propre sœur qui, le dernier jour de l'audience, va laisser entendre le nom. Voilà, donc c'est relativement monté, mais voire téléphoné, mais ça ne tient pas debout. L'enquête a mis Sophie hors de cause. Pourtant, des questions restent sans réponse et un doute plane. Elle m'a décrit la position dans laquelle elle a été retrouvée. Donc le pied contre la fenêtre, la tête sur le sol. Et elle m'a dit qu'elle avait un pull bleu. Donc, chose que j'ignorais forcément. Même les personnes qui sont arrivées en premier, donc la nièce et après Christine, personne n'est resté, personne n'a regardé, personne n'a voulu y retourner, même pas voir si elle était décédée ou pas, tellement ils étaient en état de choc. Le dernier jour du procès, à la barre, la sœur d'Anthony dit qu'elle ne comprend pas pourquoi sa cousine lui a donné autant de détails, avant même que cela ne paraisse dans les journaux et qu'elle aille devant les services de police. Elle aurait voulu un supplément d'enquête. Alors Sophie aurait-elle pu tuer sa grand-mère? La dernière version d'Anthony est-elle la vérité ou un énième mensonge? Les enquêteurs, après avoir refermé toutes les portes de cette enquête, de cette procédure, en sont venus à l'évidence, parce qu'il n'y en a pas d'autre, qu'Anthony Paga était coupable du meurtre de sa grand-mère, parce qu'il est le dernier à l'avoir vue, parce qu'elle n'ouvrait à personne, sinon à des gens qu'elle connaissait, et parce qu'il est le seul à avoir bénéficié du produit de ce qui a été dérobé à Madame Paga. On a des doutes sur l'arme du crime. On en trouve une sous les lieux. On ne se pose pas la question de savoir s'il est peut-être utile de recourir à l'expertise ADN pour savoir s'il y a les traces d'Anthony Paga. Du sang. On ne se pose pas vraiment la question de savoir si les vêtements d'Anthony Paga supportent les traces de sang. On ne se pose pas vraiment la question de savoir auprès des commerçants, quand elle a utilisé cette carte, si celui-ci présentait
des traces de sang, qui peut être de nature à nous laisser penser que celui-ci a pu commettre les faits qu'on lui reproche. L'appartement est nickel. Il est propre comme au premier jour. Aucun signe de lutte. Aucun signe de fouille. Une zone d'ombre, en tout cas, pourrait encore être levée. Colette avait de l'ADN sous les ongles. C'est malheureusement une piste qui n'a pas été explorée. Au niveau de l'exploitation des preuves matérielles, c'est vrai qu'on se pose la question dans ce type de dossier de savoir pourquoi on n'a pas exploité notamment effectivement la piste des ongles et notamment le fait que Colette Paga se soit défendue donc, par rapport à son agresseur. Je ne sais pas, moi c'est une question aujourd'hui qui continue à m'interpeller. Anthony n'a cherché aucune circonstance atténuante et il n'a rien fait pour se défendre. La police et la justice, elles, sont passées à côté de sa personnalité. Peut-être se poser la question de sa vie, peut-être confronter et entendre tout ce beau monde sur un autre registre que la mythomanie de Paga, Anthony, que sur le registre du caractère horrible et atroce de ce qui s'est passé. Peut-être que ça aurait été utile. Peut-être qu'un enquêteur se serait dit là, il y a un pépin, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça fait quand même peut-être beaucoup de sang pour une même famille. Ça fait quand même beaucoup de disparitions non résolues ou résolues pour une même famille. Peut-être qu'il va falloir secouer le cocotier. Qu'en secouant le cocotier, on va voir quelque chose de bien. En creusant, on se rend compte qu'à toutes les étapes de la vie de ce garçon, et même je vais au-delà, dans la relation que son propre père a pu avoir avec ses propres parents, ce sont des successions de trahisons, d'échecs, de ruptures violentes. Donc comment voulez-vous qu'un enfant il puisse survivre avec un contexte pareil? Après oui, moi je dis que ça en a fait à un moment donné une victime. Le 25 mai 2012, Anthony a été condamné pour homicide volontaire avec circonstances aggravantes à 20 ans de prison. Il a 25 ans. Tu sais, petite sœur, la prison n'est pas vraiment dure. Tu as moins de liberté que si tu étais dehors, mais pour moi, c'est des vacances. Je suis mieux dedans que dehors.